Salut, Pierre Couture au micro, bienvenue à Cachemire du 28 juillet 2023. Très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Cachemire du vendredi 28 juillet. Ça y est, mois de juillet terminé à tout le moins. Est-ce que les vacances sont terminées pour la plupart? On va le voir. Certains sont de retour au boulot. D'autres auront encore quelques jours de vacances. Écoutez, les marchés boursiers, encore une fois, nous surprennent très robustes. Comme l'économie américaine demeure robuste, on l'a vu. Croissance de l'économie américaine deuxième trimestre. Et là, on voit les profits à Wall Street, des profits en hausse. Je regardais la plupart des entreprises, on dit 80% des compagnies qui ont déjà émis leurs profits, leurs résultats financiers, battent leurs prévisions, donc leur estimation de profit. Donc, ça augure bien pour les prochains trimestres. Est-ce qu'il y aura des soubresauts? Il y a ça aussi. On pourrait peut-être voir des poches de résistance. On pensait que les marchés boursiers allaient prendre une pause peut-être cet été, ou à tout le moins allaient peut-être connaître passage à vide, ne semble pas vouloir aller là. On va le voir, peut-être que ça pourrait se compliquer dans les prochaines semaines. On en parle dans le podcast d'ailleurs. Vous savez, le podcast Cachemire est gratuit. Cachemire Plus également gratuit. Le site web, beaucoup de contenu qu'on produit. Façon de se rémunérer dans tout ça. Façon de se financer. De la publicité dans le podcast ou encore encouragé par l'infolette financière Cachemire Plus. Alors, vous allez sur cachemireplus.com, infolette financière. On a des forfaits à 4 $ par mois, on a des forfaits à 8 $ par mois, on a des forfaits à 80 $ par année également. Et vous recevez chaque semaine. Dans le cas du 4 $ par mois, c'est un nouveau forfait qu'on a lancé et vous recevez une fois par mois l'infolette financière avec des titres boursiers à surveiller. Sinon, si c'est 8 $ par mois, vous recevez à chaque semaine l'infolette financière et si c'est 80 $ par année, pendant 52 semaines, vous recevez l'infolette financière. Cachemire, alors vous pouvez aller vous abonner, sinon vous pouvez acheter de la publicité et ça fonctionne la publicité puisque les annonceurs reviennent et il nous reste une place pour l'automne. Donc si vous voulez vous afficher dans le podcast Cachemire également, on vous lance également sur le web, on vous promouvoit devant la communauté Cachemire. Alors, faites-nous signe, il reste une place cet automne. Sinon, les annonceurs, on a des annonceurs. Mireille Rondy, planificatrice financière, également est avec nous. Assurance invalidité, si vous avez... vous n'êtes pas assuré, vous êtes travailleur autonome, vous avez une entreprise, assurance partnership, assurance invalidité. Les travailleurs, c'est important d'avoir des revenus si jamais vous tombez malade et souvent, ça peut être une histoire de mauvais plan d'assurance et ça fait en sorte que vous allez manger vos bas, comme on dit. On a eu une entrevue, allez écouter l'entrevue qu'on a eue avec Mireille Rondy plus tôt cette année, plus tôt cet été, sur l'importance d'être bien assuré au niveau de l'invalidité. Également, partnership, vous êtes en affaires, c'est important d'avoir des clauses qui nous protègent. Et également, si vous n'avez pas du tout d'assurance invalidité, vous pouvez aussi communiquer avec Mireille Rondy sur mireillerondy.com. Également, ProStarSEO.com est avec nous. Tout ce qui est référencement web, tout ce qui est référencement sur les pages de Google, ProStar SEO va vous amener dans les premiers référencements et ça va faire en sorte que votre entreprise, vos produits et services vont sortir avant ceux de vos compétiteurs, comme on dit. Alors, ProStarSEO.com, vous pouvez aller sur leur site, là, vous pouvez également remplir une espèce de formulaire qui va vous indiquer si votre site est bien monté au niveau du référencement de SEO, le langage que Google utilise pour le référencement. Donc, évidemment, ProStarSEO.com est avec nous. Les sujets, cette semaine, on en a plusieurs. Là. Plus de récession à l'horizon. La Fed ne voit plus de récession à l'horizon. On va jaser de ça. Banque du Canada qui continue de jouer avec le feu en augmentant les taux. Les taux, son taux directeur, les taux d'intérêt, ça commence à faire mal à bien du monde. Et là, est-ce qu'on va voir l'économie
aller en sombrant en récession au Canada. C'est pas tout à fait la même dynamique aux États-Unis qu'au Canada, mais on continue à monter les taux. La Banque du Canada, ça fait mal à bien des ménages, ça, actuellement. Les marchés boursiers évitent les vacances. À tout le moins, est-ce qu'on va être capable de continuer cette lancée début d'année? Là, je regardais, les indices boursiers sont en feu. Le S&P 500, le Nasdaq. Donc, à suivre les cryptos, le Bitcoin, il y en a qui le voient 180 000 $ en avril prochain. À suivre, on va parler de ça également. Les titres boursiers les plus populaires en Amérique du Nord. Donc, également, deuxième partie, Yannick Paradis, analyste chez talent.com, va nous parler des tendances dans le monde des ressources humaines, relations employé-employeur. Il y a beaucoup de travailleurs qui veulent travailler 4 jours. Il y a beaucoup de travailleurs qui veulent aussi faire 42 heures semaine, 35 heures semaine, 32 heures semaine. Est-ce que les employeurs sont capables de fournir ça? Donc, vous voyez, on va parler de tout ce qui se passe dans le monde du secteur des ressources humaines. Également, Luc Dupont, professeur en marketing à l'Université d'Ottawa, va être là. On va jaser de Twitter et de le branding autour de X. Également, Barbie, le film, tout le marketing, l'industrie du cinéma, également la grève à Hollywood, les scénaristes, les acteurs, comment tout ça pourrait faire mal à l'industrie. Également, le conseiller financier Frédéric Turcotte va être là avec nous. On va jaser des marchés boursiers. On va jaser aussi des stocks à surveiller. Il y a des façons aussi de jouer la deuxième partie de 2023 à la bourse. Donc, bonne écoute. L'économie refuse de plier aux États-Unis. On a eu des données au cours des derniers jours sur l'économie américaine et clairement, elle carbure très bien. Elle va très bien, l'économie américaine. 2,4 % la hausse du PIB aux États-Unis au deuxième trimestre. Premier trimestre, on avait une hausse de 2 %. Et là, clairement, ça nous amène à la question, est-ce qu'il y aura récession aux États-Unis? Bien, c'est les grands patrons de la Fed, en fait, le grand patron de la Fed et surtout les économistes qui travaillent pour la Réserve fédérale, la Banque centrale des États-Unis, qui a décidé, elle, de remonter son taux directeur de 25 points de base. Donc, on se situe maintenant dans une fourchette autour de 5,25, 5,50, 5,5 %. Et le grand patron de la Fed, Jérôme Powell, lui, écarte une récession, ne voit pas de récession à l'horizon. Donc, vous voyez là, on dit que les scénarios de récession qui étaient là et qui étaient dans les cartons de l'institution fédérale américaine depuis plusieurs mois, même on nous parlait de récession à la fin 2022, souvenez-vous, même qu'on voyait l'économie américaine reculer premier trimestre de 2023, ce n'a pas été le cas. 2 % de hausse premier trimestre et 2,4 % consommation qui va très bien. Les ménages consomment. On dit que tout ça est lié à l'inflation, évidemment. Et c'est un peu ce qu'on voit au Canada aussi. Un petit peu moins l'économie québécoise, un petit peu moins agressive qu'au cours des derniers mois, mais quand même, on voit quand même une économie où les consommateurs n'hésitent pas. Et là, c'est les vacances. Vous savez, les vacances, on claque, on sort le chéquier et on paiera plus tard. C'est un peu ça. Donc, même chose aux États-Unis. On n'a pas eu les chiffres au Canada pour le deuxième trimestre. Le premier trimestre avait été révisé à la hausse au Canada. Et pour les États-Unis, c'est 2 % de hausse consommation, oui. Tout lié, on dit que toutes ces hausses de... En fait, cette hausse de la consommation, c'est lié beaucoup à l'inflation. Donc, on ne dit pas nécessairement que c'est des hausses de prix, mais l'inflation fait en sorte qu'il y a un jeu où tout coûte plus cher. Donc, ça a un impact sur la croissance économique, évidemment. Certains économistes, là, parce qu'il y a toujours l'envers de la médaille, il y en a qui sont très positifs, il y en a qui sont très négatifs. Et ceux qui disaient, on s'est trompé peut-être sur les premiers 6 mois de l'année, mais pour les 2 derniers trimestres, 3e et 4e, ça pourrait être des trimestres négatifs. On pourrait avoir les effets, on pourrait en ressentir les effets là, juillet ou septembre, et par la suite, octobre, novembre, décembre. Donc, ça pourrait être une
récession, qu'on dirait un atterrissage en douceur, soft landing. Ça sera à suivre, ça aussi, mais du côté américain, il y a des économistes qui, eux, voient l'économie reculer davantage au troisième, quatrième trimestre. Certains ne voient pas de récession. Les gens de la Fed le disent. Eux ne sont pas convaincus de ce scénario-là. Et d'autres économistes voient plutôt 2024. Là, vous voyez, là, on reporte à 2024. Donc, dans ce contexte-là, ben, écoutez, la récession est repoussée aux États-Unis. Des bonnes nouvelles pour l'économie. On dit que même le FMI a révisé à la hausse ses prévisions de croissance. L'économie chinoise se remet en marche. Donc, vous voyez, beaucoup de gaz dans le réservoir. Le pétrole s'est mis à remonter aussi, donc la consommation. Ça veut dire qu'il y a de la consommation aussi au niveau économique. Dans ce contexte-là, ben, c'est des bonnes nouvelles. 2,4 % l'économie américaine au deuxième trimestre et les scénarios de récession écartés. On va voir si la Fed va remonter ses taux en septembre. Il y a une pause au mois d'août. On a augmenté le taux directeur au cours des derniers jours. Donc, dans ce contexte-là, ben, on dit que le travail de l'inflation n'est pas encore terminé et qu'il pourrait avoir des rebonds. Vous voyez, là, le prix de l'essence, si le prix de l'essence se remet à remonter de façon importante, ça pourrait avoir un impact sur toute la chaîne au niveau de la valeur de prix et ça pourrait créer encore de l'inflation. Donc, on est encore là très prudent aux États-Unis. Les économistes n'ont pas encore les signaux clairs. Par contre, on pourrait peut-être avoir un gel de taux quelque part en septembre, mais là, on pourrait assister à quelques mois où on serait stable au niveau du taux directeur et peut-être même une baisse à la fin 2023, début 2024. Ça aussi, c'est des scénarios. Évidemment, année électorale 2024, on peut s'attendre à toutes sortes de rebondissements. Habituellement, une année électorale, l'économie est toujours très bonne. Les politiciens veulent bien paraître. Il y a toujours des annonces d'investissement. Donc, ce sera à suivre. Les prochains mois pourraient nous indiquer la voie à suivre. Donc, aucune récession à l'horizon pour la Fed. Des bonnes nouvelles. Quel jeu joue la Banque du Canada? Certainement qu'elle joue avec le feu, avec encore une hausse de 25 points de base 12 juillet dernier, et ça fait que le taux directeur est à 5 % au Canada. Mais quand on regarde un peu ce qui s'en vient, on dit qu'on pourrait encore hausser le taux directeur à 5,25. Encore une hausse de 25 points de base. On suivrait un peu ce que la Fed vient de faire là, au cours des derniers jours, c'est-à-dire augmenter le taux directeur entre 5,25 et 5,5 % aux États-Unis. Évidemment, on a eu accès aux délibérations de la Banque du Canada pour sa dernière décision. Et ce qu'on comprend, c'est qu'elle est consciente. Les gouvernants, en fait, les économistes de la Banque du Canada sont conscients que toutes ces hausses-là, décrétées depuis le mois de mars 2022, ont une incidence catastrophique sur les dépenses des ménages, mais également sur les revenus des ménages au Canada. Et ça pourrait faire mal à de nombreux ménages, des entreprises, et ça pourrait pousser à la faillite de nombreux consommateurs. Alors, voyez-vous, on est en train de mesurer l'impact. Oui, l'inflation a diminué beaucoup, 2,8 % au Canada. En moyenne, évidemment, plus élevé au Québec. On parlait de quoi? 3,5, 3,7, 3,8 % au Québec. L'inflation, le mois dernier, beaucoup plus élevé que dans le reste du pays. Mais tout ça a un impact sur les ménages, les coûts d'emprunt qui ont explosé. Et pour les gens qui ont des hypothèques à taux variable, ben, c'est la catastrophe. Certains, c'est quoi? 700, 800, 900 $. Certains, c'est 1000, 1200 $, dépendant du prêt contracté auprès des institutions financières. Mais tout ça a un impact. Et là, on se demande, est-ce que vraiment la Banque du Canada veut pousser à la faillite des milliers de ménages, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de ménages? Ça pourrait être ça aussi, la catastrophe. Donc, on doit vraiment ménager entre l'arbre et l'écorce, j'imagine. Mais tout ça aussi pour les coûts d'emprunt des entreprises.
quand même des coûts assez exorbitants. Et là, ben, ces entreprises-là tentent de refiler cette satanée inflation aux consommateurs. Les consommateurs, voyez-vous, doivent encaisser encore le choc. Donc, il y a une limite. Je pense qu'on a atteint la limite. Est-ce qu'on aura une autre hausse du taux directeur en septembre, début septembre, parce qu'on va prendre une pause pour le mois d'août dans le cas de la Banque du Canada. Alors, ça sera à suivre, évidemment, mais ce qu'on comprend, là, c'est que la limite de l'élastique a été atteinte. Évidemment, on nous dit que l'inflation de 2,8 %, ça pourrait être plus élevé au cours des prochains mois puisque le facteur essence, l'essence qui était très élevé l'an dernier, rappelez-vous, on avait un litre d'essence autour des 2,20 $. Même on a eu du 2,35 $ le litre. Ben, c'est pas ça qu'on voit actuellement. Donc, voyez-vous, et le prix de l'essence, en fait, est très, très lié au prix du pétrole. Et là, le prix du pétrole s'est mis à remonter tranquillement. Le baril qui était à 70 $ au cours des dernières semaines est rendu à près des 80 $ le WTI référence en Amérique du Nord. Donc, ça aussi, ça pourrait être une donnée qui pourrait faire en sorte que l'inflation reparte vers le haut au cours des prochains mois. Donc, voyez-vous, on est là-dedans. Et là, ben, une inflation qui repart vers le haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le mois de septembre, on aura encore une hausse de 25 points de base du taux directeur. Donc, ça devient très, très lourd pour les ménages canadiens qui doivent dépenser, en fait, davantage pour leur coût de loyer, leur coût d'hypothèque, leur coût d'emprunt. Donc, c'est tout le loyer de l'argent qui est impacté aussi. Donc, ça sera à suivre, mais là, je pense qu'on commence à avoir atteint un sommet. Et d'autant plus que les dernières hausses, on dit que les impacts se font sentir entre 12 et 18 mois. Donc, on pourrait voir les effets. Et là, l'idée, c'est pas non plus de mettre la récession, plonger l'économie canadienne en récession. Et ça pourrait être une récession très brutale là, si on décide là, qu'on continue à hausser les taux coûte que coûte. Je ne suis pas sûr qu'on a la même robustesse de l'économie face à l'économie américaine. L'économie américaine a quand même progressé de 2,4 % au deuxième trimestre. Je ne suis pas sûr que l'économie canadienne est là. Tout le moins, pas l'économie québécoise. Donc, voyez-vous, là, c'est très régional aussi. Donc, dépendant où on se place au pays. Donc, à suivre. Mais chose certaine, la Banque du Canada devra jouer de prudence au cours des prochaines rencontres. Je pense qu'on est rendu, on a étiré l'élastique. Et là, quand on parle avec les gens dans les banques, les institutions financières, là, c'est des ménages qui commencent à vouloir peut-être même tirer les clés aux banquiers en disant ben, reprenez la maison, je ne suis plus capable de payer. Donc, ça sera à suivre, évidemment, mais la Banque du Canada joue un jeu très dangereux actuellement. Les marchés boursiers prendront-ils des vacances cet été? La question se pose puisqu'il n'y a pas de break, il n'y a pas de pause sur les marchés boursiers depuis le début de l'année. Quand on regarde un peu la progression des indices, notamment aux États-Unis, l'indice des titres techno et le S&P 500, on regarde la progression. C'est assez incroyable. 34-35 % sur le Nasdaq Composite. Et puis sur l'indice S&P 500, on est à quoi? Le 18-19 % à peu près de hausse depuis le début de l'année. Tout un contraste par rapport à 2022. Et là, on se dit, est-ce qu'il va y avoir une pause? Est-ce qu'on va voir une fissure dans le bouclier des 7 magnifiques titres boursiers qui tirent vers le haut ces indices? On a commencé à avoir du Tesla, non pas se fissurer, là, mais on avait eu si on regarde le titre de Tesla depuis le début de l'année, 293 $ au cours des dernières semaines. Titre qui a atteint les 293 $ et là, autour de 250, 255. Donc, une baisse d'à peu près 8 %. Donc, on est près d'une correction pour le titre de Tesla. Sinon, ben, on regarde à Toronto, le TSX, près de quoi? 5 % et le Dow Jones qui reprend de la vie, là, plusieurs séances en ligne positif, près des 7 % dans le cas du bon vieux Dow Jones. Et tout ça pour... regarde les analystes, ce qu'on dit, ce qu'on voit, on décode pour avoir peut-être une poche de volatilité au cours des prochains mois. Chose certaine, il y a deux écoles de pensée. Certains vont dire, ben, avec
cette autre hausse de la Fed ça pourrait terminer. Donc, dans ce cas-là, si c'est terminé, ben, ça amènerait beaucoup de positivisme et là, on pourrait avoir des gens parqués dans le marché monétaire, beaucoup d'argent actuellement dans le marché monétaire et ça pourrait faire en sorte que tout ce qui est sur les lignes de côté, ben, ça reviendrait dans le côté des actions puisque les prochaines étapes, alors que les taux directeurs, les hausses de taux sont terminées, ben, ça enverrait un signal qu'il y aurait des baisses. Et quand il y a des baisses, ben, ça donne beaucoup de munitions au marché boursier. Les investisseurs reviennent. Les investisseurs adorent des baisses de taux. Dans ce contexte-là, fin 2023-2024, ça pourrait être une option. D'ici là, ben, ils pourraient vanter très fort. Certains analystes croient, eux, que les marchés pourraient baisser de 10 à 15 d'autres à 30 Donc, voyez-vous, là, ça va de tout au tout. Il y a beaucoup d'opinions. Et c'est de démêler tout ça, évidemment. Dans ce contexte-là, le 7-Eleven, le 7 Magnificent, les 7 magnifiques, comme on dit, ben, les grands Tesla, les Apple, Microsoft, Meta, Nvidia, Netflix, Amazon, Google, donc tous ces titres-là ont très bien fait. Et là, ben, c'est de dire, est-ce qu'on prend nos profits, est-ce qu'on se met sur les lignes de côté? Là, on voit le pétrole remonter aussi autour des 80 $. Donc, les pétrolières qui étaient bon marché depuis le début de l'année, ben, commencent à remonter. Les banques aussi, on voit les titres des banques reprendre du poil de la bête. Donc, des titres à dividendes qui donnaient des très bons dividendes. Côté du pétrole, côté des banques, ben là, il commence à avoir un engouement. On sent aussi chez certains gestionnaires de portefeuille s'en aller tranquillement vers les banques, les assurances, peut-être aussi l'industriel, peut-être aussi le pétrole, donc le gaz naturel. Donc, ça sera à suivre certainement au cours des prochains mois. Marché boursier qui demeure très vigoureux quand même, mais certains s'attendent à peut-être des poches de décompression. Et pour ceux qui veulent profiter de ces baisses éventuelles, ben, vous rachetez vos titres boursiers plus bas. C'est des titres à dividendes. Il y a beaucoup aussi qui achètent des titres à dividendes. Ben, vous rachetez vos titres à dividendes plus bas avec l'argent que ces titres à dividendes vous génèrent aussi à tous les 3 mois. C'est un peu ça aussi, là, l'effet boule de neige de Warren Buffett. Donc, ça sera à suivre. Ce qu'on voit, c'est qu'éventuellement, là, pour avoir une secousse, quelques secousses, mais évidemment, les baisses de taux dans le marché, ça va redonner beaucoup d'essence dans le réservoir et ça pourrait faire en sorte que les indices boursiers, à la fin de 2024, pourraient être repartis, pourraient atteindre des sommets. Même la Fed, cette semaine, a dit qu'elle écartait tout scénario de récession. Donc, ça donne beaucoup de munitions au marché boursier. Alors, ça sera à suivre, évidemment, au cours des prochains mois. Le Bitcoin est à la croisée des chemins. Cette semaine, la firme Fundstrat a émis des prévisions de croissance sur le marché des crypto-monnaies, notamment le Bitcoin. Et selon Fundstrat, les analystes de Fundstrat, ben, on voit le Bitcoin atteindre les 180 000 $ US en avril 2024. Deux éléments sont à considérer pour Fundstrat. Premier élément, la création d'un fonds négocié en bourse, un ETF par BlackRock. Si BlackRock a le feu vert pour aller de l'avant, on dit que le nombre de transactions quotidiennes, la valeur des transactions quotidiennes passerait de 25 millions de dollars US à 125 millions de dollars. Donc, vous voyez, ça donnerait un coût dans les transactions. Donc, ça créerait aussi un effet important où on voudrait acquérir des bitcoins et ça ferait en sorte que les prix augmenteraient. Le prix du bitcoin pourrait exploser. Et selon Fundstrat également, ce qu'on voit, c'est le halving de 2024, avril 2024. Actuellement, pour miner des bitcoins, lorsqu'on réussit à miner un bitcoin, ben, on reçoit 6,25 bitcoins par bloc validé, bloc de chaîne de blocs. Et avec ce halving-là, ben, ça va être coupé en deux, donc ça va être 3,125. Et ça, on dit que ça aussi, ça va amener beaucoup de demandes pour le Bitcoin. Ça va amener aussi
beaucoup de joueurs dans l'industrie. Donc, on dit que ces deux éléments-là pourraient faire exploser. Évidemment, on est dans le conditionnel, pourrait faire exploser le prix du Bitcoin à 180 000 soit environ une hausse d'à peu près 500-520 %. Ça sera à suivre. Bitcoin, le prix du Bitcoin se tourne autour actuellement de 29 500, dépendant des journées qu'on regarde, là, tout dépendant des heures, parce que le Bitcoin est transigé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On a atteint récemment les 31 000. Retrait, il s'en est vendu quelques-uns. Début d'année, le Bitcoin est à 16 000 US. Là, on est autour de 29 500, 29 700. On a atteint en novembre 2021, on avait atteint les 64 000, 65 000, dépendant là, des heures. Mais quand même, on avait atteint un sommet. Et là, on serait prêt pour une nouvelle montée. Ce sera évidemment à suivre. Dans le cas de BlackRock, la demande a été faite devant la Security and Exchange Commission, la SEC. Et la SEC, on connaît aussi là, très rébarbative à l'industrie des cryptos. On est en procès actuellement devant les tribunaux avec Coinbase. On est également en procès avec Binance. Et on ne semble pas vouloir donner 1 centimètre de terrain, céder du terrain aux grandes plateformes de transactions de crypto-monnaies. Alors, comment tout ça va se terminer? On comprend aussi que les Américains veulent également aller chercher des nouveaux revenus dans l'industrie de l'investissement. Donc, on pourrait venir réglementer et par le fait même venir chercher des nouveaux revenus. Et BlackRock fait valoir aussi ça dans ses arguments. Le grand patron de BlackRock qui a complètement retourné sa veste de bord, alors qu'il y a quelques années, décriait le Bitcoin comme une monnaie frauduleuse, crypto-monnaie frauduleuse. Là, maintenant, BlackRock veut embarquer dans l'industrie. Il y a d'autres joueurs aussi qui attendent, qui ont déposé des demandes à la SEC pour lancer des fonds négociés en bourse, des ETF à la bourse de New York notamment et à Wall Street. Donc, au Canada, on est capable de transiger. Il y a déjà des fonds négociés à la bourse de Toronto qui permettent d'acquérir soit de l'Ethereum ou du Bitcoin. Donc, on veut aller là. Et tous ces éléments-là, selon les analystes de Fundstrat, pourraient faire exploser le cours du Bitcoin à 180 000 $ unité. Donc, ça sera à suivre au cours des prochaines semaines. On va jaser des titres boursiers les plus populaires à la bourse au cours des dernières heures. Alors, on va y aller avec la bourse de Toronto, le TSX. Alors, évidemment, les financières demeurent très, très en demande également. Les pétrolières, les gazières. Alors, Banque Royale, titre très en demande au cours des dernières heures. Banque Royale, également TC Énergie, TransCanada Énergie aussi, également un titre très en demande. La Banque de Montréal et la Banque TD aussi ont été très bien appréciées là, par les investisseurs. Shopify continue son petit bout de chemin. Vous l'avez vu, les technos continuent de monter et Shopify, titre chouchou en 2021. Et là, on revient dans les bonnes grâces. Également, Cenovus au niveau du pétrole. Cenovus a fait état là, de résultats financiers au cours des dernières heures. Également, une production. Également, on a annoncé là, qu'on allait aussi au niveau de la production raffermir les stocks. Donc, voyez-vous, là, le titre a monté. Également, la banque CIBC, très en demande. Rogers Communication également. Je regarde les autres titres très en demande. Suncor Energy, Tourmaline Oil. Tourmaline s'est repris, est autour de 60, rendu maintenant à 67, 68 $. Enbridge aussi. Regardez Enbridge, là, pas trop prix, pas très élevé, dividende très bon. Bank of Nova Scotia également, très bon dividende de la Banque Nouvelle-Écosse. Donc, ce sont les titres les plus populaires au Canada, aux États-Unis, si on traverse l'autre côté de la frontière chez les Américains. Tesla qui était monté à 293 $ au cours des dernières semaines, est reparti vers le bas en mode correction. Bientôt, on va rentrer dans un mode correction pour Tesla.
Nvidia ne lâche pas. Donc, vous voyez là, les magnifiques, là, Tesla, Nvidia, Meta aussi. Très bon résultat pour Meta. Facebook, le titre a grimpé au cours des dernières heures. Microsoft se replace vers le bas, donc peut-être possibilité d'acquisition. On va voir comment tout ça va aller. Le Apple 193, 197, 195 aussi. AMD, microprocesseurs, Amazon, Google, de très bons résultats de Google aussi. Les analystes ont replacé Google dans le radar et on a mis des cibles à 150, 160 $. Donc, ça va être à suivre. Également, Berkshire Hathaway, Boeing, Netflix. Netflix est en mode correction aussi. Alors, des titres très en demande. Et si on traverse l'autre côté de l'Atlantique, on va aller en France. On va aller voir du côté des Français. Louis Vuitton demeure encore très en demande. LVMH, pas de problème. On a annoncé aussi qu'on allait devenir le commanditaire officiel des Jeux olympiques de Paris 2024. LVMH est en voiture. BNPP, Banque Paribas, également Total Énergie dans le secteur pétrole et gaz. Airbus aussi, très en demande. Je regarde sinon Hermès, L'Oréal, Sanofi, Safran, Air Liquide, Kering et Stellantis sont les autres titres. AXA aussi dans l'assurance, très en demande. Alors voilà le tour d'horizon des titres boursiers les plus populaires à la bourse au cours des dernières heures. Cette semaine, au podcast Cachemire, on va jaser de ressources humaines et de relations travailleurs-employeurs. Pour en parler, l'analyste chez talent.com, Yannick Paradis. Comment ça va, Yannick? Ça va bien, Pierre? Toi? Oui, ça va bien, mais quand même, au niveau des ressources humaines, ça me cause beaucoup, là. La relation travailleur-employeur n'a jamais été aussi intense, on peut dire, là, à la suite de la COVID, tout ça, on a travaillé à la maison, on revient en présentiel, là, 2 jours, 3 jours, on veut-tu être 4 jours? Et là, on nous dit que le lundi aussi, ça brasse beaucoup, hein? Le bare minimum Monday. Ouais. Le lundi, ça a toujours brassé. Garfield était probablement le premier à dire que. Excuse-moi. Était le premier à dire I hate Mondays, mais là, de plus en plus, on sent en effet que les candidats, les travailleurs veulent faire un peu moins le lundi, avoir peut-être des meilleures conditions, viser vers la semaine du 4 jours versus la pleine semaine 5 jours. D'autant plus, 5 jours en présentiel, c'est quelque chose qui est de moins en moins considéré, là. Oui, mais là, on peut peut-être avoir un problème de productivité quelque part. Si jamais on veut travailler 4 jours et puis le lundi, on est sur le minimum, puis le vendredi, il n'y en a pas ou il n'y en a presque pas, à un moment donné, il n'y a pas un clash qui s'en vient là-dessus. C'est effectivement ce qu'on réfléchit tous sur le clash, en fait. D'un côté, il y a le patronariat qui aimerait partir les lundis avec des réunions de groupe parce que ça donne un meilleur feeling. Ça donne le ton pour la semaine, on sait à quoi s'attendre. Puis de l'autre côté, on a les employés qui se disent, ben, les lundis, j'aimerais ça prendre tranquillement mon air d'aller parce que je suis pas toujours efficace 5 jours par semaine. Alors, il y a une journée où je suis moins efficace, puis la majorité pense là, donc que ce serait le lundi. Alors, un équilibre à trouver, beaucoup de réflexions à avoir là, sur ce sujet-là. La déconnexion entre l'employé et l'employeur, là, ce qu'on comprend, c'est que oui, il y a eu des moments peut-être où l'employé était beaucoup plus, on va dire, travailler à la maison, donc était à distance. Là, on voit que les employeurs veulent ramener les employés un petit peu plus près. Des enjeux monétaires, tout ça là, les employeurs qui payent des pieds carrés, à un moment donné, se disent ben là, si mes pieds carrés ne servent à rien, je vais peut-être couper des dépenses du pied carré. Donc, il y a plusieurs enjeux. Et là, ben, on veut ramener les employés parce qu'on veut partir la semaine du bon pied, le lundi en présentiel. Et là, ben, il semble avoir un glitch. Mais est-ce qu'il y a une tendance? Qu'est-ce qui pourrait jouer en faveur de part et d'autre, là? On ne cherche pas à craquer un bord puis de l'autre. Je pense qu'on cherche un équilibre parfait entre l'employeur et l'employé. Mais qu'est-ce qui pourrait ramener? C'est du salaire? Y a-t-il une négociation possible?
Il y a effectivement une déconnexion entre l'employé et l'employeur, on le vit. Tu sais, les Canadiens, ils veulent une semaine de 4 jours, par exemple. Les employeurs veulent un retour au bureau pour justement justifier, entre autres, là, le fait qu'ils payent des bureaux, puis il faut les rentabiliser, ces bureaux-là, puis le fait que les gens se voient, ça améliore un travail d'équipe, et ainsi de suite. Fait que ce conflit-là n'est pas nouveau après la pandémie, hein. Il existait déjà avant. De plus en plus, on sent que la nouvelle génération cherche une rémunération globale au-delà de seulement un salaire, des conditions plus, ben, si je peux me permettre le terme, inclusives. Tu sais, Ouais. on veut travailler pour un employeur qui se soucie de notre bien-être, qui se soucie de notre équilibre mental et qui offre des assurances et autres. Mais c'est plus seulement le salaire aujourd'hui. Beaucoup de poids est mis sur, entre autres, le télétravail, quand c'est possible, parce que certaines industries où c'est évidemment impossible, là. On peut difficilement faire un Big Mac en télétravail, là. Mais donc, ce concept de rémunération globale est davantage, je pense, mis de l'avant. Fait qu'il faut trouver des alternatives. La semaine de 4 jours en est une. La productivité ne serait pas nécessairement impactée parce qu'il y a eu des pilotes qui ont été faits en Europe où on a vu une augmentation significative de la productivité malgré une semaine de 4 jours. Ouais. Bon, alors, il va peut-être falloir s'ouvrir à cette option-là. Ça ne veut pas dire que c'est la solution. Il faut assurer une certaine transition en douceur là, vers un retour au bureau. Euh, mais plusieurs sentent que c'est immanquable, là. Tu sais, je pense que les candidats sont ouverts aussi à retourner au bureau, surtout dans le cadre, par exemple, d'un d'un travail à 4 jours. Si j'ai 4 jours par semaine, je vais retourner au bureau, puis 95% des gens disent oui, absolument. Ils ne veulent pas être impactés au niveau du salaire, cependant. Ils sont prêts à prendre une diminution de 10%, et ça, c'est selon un sondage qu'on a fait. Donc, une réduction de 10% pour avoir essentiellement 20% de moins de travail, c'est-à-dire une journée de moins dans la semaine. Ouais. Fait que c'est Ouais, mais à quelque part, là, si on comprend tout ça, mais en même temps, les gens, on parle avec des conseillères d'orientation qui nous disent j'ai jamais eu autant de monde dans mon bureau qui me disent qu'ils veulent retourner travailler en présentiel parce qu'ils sont tannés de travailler à la maison puis de se retrouver entre quatre murs, puis pas voir les collègues, puis pas voir l'esprit d'équipe, puis pas voir tout ce qui vient avec. Donc, il y a peut-être aussi y a-t-il une dichotomie entre la réalité puis la perception, peut-être aussi? il y a certainement une dichotomie. Faut voir ces chiffres-là aussi avec un brin de sable, là, ou c'est quoi Ouais. l'expression, là? Je veux dire, bon, d'une industrie à l'autre, d'un type d'entreprise à l'autre, puis des professionnels versus des postes plus d'entrée de gamme, il y a différents types de candidats qui préféreraient, oui, être en présentiel parce qu'ils s'ennuient à la maison, puis d'autres qui ont des familles, qui ont plus de responsabilités ou plus de pression, où ils apprécieraient davantage justement ces heures flexibles et autres, là. Ouais. Mais cette tension-là, comment on la gère? Parce que là, clairement, il y a quelque chose dans l'air, il y a une pression. D'un côté, tu as des travailleurs qui souhaitent peut-être moins travailler, puis tu as l'autre côté, l'employeur qui dit écoutez, on est en pénurie de travailleurs, il faut que je fasse l'ouvrage, sinon on va perdre des contrats ou on va être obligé d'être moins productif. Donc, de part et d'autre, il y a une tension quand même qui est installée. Effectivement, on sent cette tension-là dans différentes industries, évidemment, dans certains corps de métier. Je pense qu'il va être de plus en plus important, c'est de garder la discussion ouverte Ouais. entre le patronariat et les employés pour savoir, par exemple, tu sais, les classiques évaluations annuelles, là, où on faisait ça une fois par année, on rencontrait notre boss, puis il allait nous dire tout ce qu'on n'a pas bien fait dans l'année, tout ce qu'on a bien fait, une seule fois dans l'année. Mais ça, c'est révolu, hein. De plus en plus, des entreprises comme Netflix, Microsoft et autres ont commencé à mettre en place un feedback quasi automatique. Donc, on se rencontre régulièrement, puis on fait l'évaluation sur une base hebdomadaire. Donc, peut-être que ça sera en personne, peut-être en télétravail à certains moments, mais le fait qu'il y ait un feedback plus régulier donne au management une possibilité de mieux comprendre la réalité de leurs employés, puis aux employés d'être capables de donner le feedback en temps réel. Peut-être que ça aiderait justement, entre autres, à voir est-ce que c'est même possible qu'on se trouve une solution de 4 jours ou est-ce que c'est les lundis qui sont à proscrire ou au contraire, est-ce qu'on peut tous trouver terrain d'entente que les lundis, c'est bon pour tous? Vraiment, ça vient, je pense, d'une entreprise à l'autre. Là, c'est pas un one fits all. Là. Tout le monde
tout le monde va faire des réflexions puis être ouvert à ce niveau-là. Oui, puis les alternatives, j'imagine la semaine de 4 jours n'est pas juste, il n'y a pas une solution unique, là. Il doit y avoir des alternatives. Chaque entreprise va trouver son concept ou son modèle qui va pouvoir être efficace à l'intérieur de la boîte, mais il y a des alternatives autres que la semaine de 4 jours. Tout à fait. Puis l'alternative de la semaine de 4 jours n'est certainement pas la plus facile à mettre en place. Ça vient avec des défis énormes au niveau des Ouais. ressources humaines, de la productivité, des opérations et autres. Mais alors, quelques alternatives simples seraient justement donc un feedback plus régulier pour vraiment avoir le pouls de notre staff, savoir qu'est-ce qui résonnerait mieux avec eux. Donc, des discussions ouvertes, de la place à discussion. C'est vraiment un travail, je pense, de longue haleine, là. On ne peut pas juste arriver avec une solution one fits all demain matin. La transition en douceur aussi vers le retour au bureau, ces employés-là qui sont à 2 jours semaine au bureau, on veut monter à 3, puis à 4, puis à 5 jours, il faut y aller tranquillement. Il ne faut pas les brusquer parce que j'imagine avec le phénomène où il y a de l'emploi un peu partout, le compétiteur, lui, regarde tout le monde, puis toutes les entreprises compétitrices se regardent et peuvent venir voler ces employés-là malheureux. Donc, il faut vraiment manœuvrer en douceur, j'imagine. C'est un excellent point, hein. Le fait qu'on est même dans une pénurie de main-d'œuvre, on ne peut pas se permettre non plus de frustrer nos employés. On doit les Non, garder heureux. On doit prendre donc une transition tout à fait en douceur, les écouter, donner une flexibilité au niveau des heures de travail, y compris que ce soit le lundi ou autre, pour avoir la réflexion, pour avoir la discussion. C'est pas facile d'assurer une transition en douceur vers le retour au bureau quand il y a des attentes comme ça d'un côté et de l'autre, là. et là, quand on regarde l'avenir du travail, on dit que de plus en plus, les entreprises investissent dans la transformation numérique. On s'en va vers l'intelligence artificielle. Tout ça va jouer à un moment donné, là, je pense. Hein, on est comme une croisée des chemins. La productivité, les entreprises veulent être plus productives pour aller chercher, gagner des contrats aussi. La pénurie de travailleurs les empêchait peut-être d'être assez productifs pour le faire. Là, l'IA arrive, se pointe. Ça aussi, j'ai comme l'impression qu'on est dans un tournant majeur. Ouais, ben pour avoir la meilleure productivité de ses employés, il faut être à l'écoute, encore une fois, de ces employés-là, d'une entreprise à l'autre, qui n'ont pas les mêmes besoins. Si on parle d'un journalier ou d'un ingénieur, évidemment, les attentes ne sont pas les mêmes. Donc, je pense qu'il est immanquable d'avoir une transition pas une transition, mais plutôt une flexibilité plus grande, c'est d'avoir comment ça peut résonner d'une industrie à l'autre, là. Oui. Ça va être à suivre, évidemment. Les tendances que vous voyez sur le terrain actuellement qui marchent, j'imagine, c'est d'une industrie à l'autre ou d'une entreprise à l'autre, mais il y a des tendances qui se dégagent qu'on voit là, dans les prochains mois, les prochaines années au Canada. L'immigration, on la voit, là, elle est intense et elle va être intense dans les prochaines années aussi. Oui, puis on a vu plusieurs tendances semi-dangereuses, si on veut, là. Oui. C'est-à-dire que les tendances, par exemple, de quiet quitting, où le candidat fait le strict minimum requis pour faire son travail. Il est dans un mode de désengagement total. Donc, clairement, ça allume des lumières à l'employeur et disant, OK, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour conserver mon monde, là. Ils sont tous en train de vouloir quitter pour la compétition, mais ils ne sont pas actifs encore. Donc, il faut se donner les moyens. Puis de l'autre côté de la médaille, il y a le rage applying qu'on a vu aussi. Donc, là où les candidats appliquent sur tout type de poste qu'ils peuvent trouver, tout simplement, qu'il y ait des qualifications ou non. Puis encore une fois, ça démarque une insatisfaction là, de l'employé. Est-ce que c'est par cause des conditions? Est-ce que justement une semaine de 4 jours, est-ce qu'une flexibilité plus grande? Est-ce qu'une rémunération globale plus complète avec des REER, des assurances et autres pour aider? Oui, c'est des pistes de solutions on doit garder en tête. Oui, puis on revient à la base, la passion de son métier. Ça aussi, ça doit aider, hein, j'imagine. À un moment donné, il n'y a pas 56 000 façons d'être heureux au travail, c'est d'aimer ce qu'on fait aussi. Absolument, ça vient de la tendre jeunesse. Il faut être capable d'emblée de choisir le bon métier puis de vouloir le faire sans considérer que c'est du travail, mais qu'on s'amuse à le faire à la semaine longue. Ouais.
Il y a le quiet hiring aussi, hein? Le quiet firing, le quiet hiring, c'est qu'il y a peut-être aussi des employeurs qui vont être capables. On va tester, voir les employés qui peuvent avoir peut-être des habilités à occuper des postes plus importants dans l'entreprise. Donc, on va leur confier des petites tâches comme ça. S'ils nous démontrent qu'ils n'ont pas démissionné, justement, ben, on va peut-être être capable d'avoir des candidats à l'interne qui vont progresser. Il y a ça aussi, hein. Tout à fait, donner plus de responsabilités puis de laisser les diamonds in the rough s'éclaircir, s'épanouir. C'est tout à fait une excellente stratégie, là, c'est sûr. Ça sera à suivre. Yannick Paradis de talent.com. Merci beaucoup. Plaisir de se reparler sur d'autres sujets concernant le monde des ressources humaines, des employeurs, employés. Fascinant, un monde qui est toujours en constante évolution. Hey, ce fut un plaisir, Pierre. Merci pour l'invitation. Puis, talent.com, on sera toujours là pour discuter du sujet. Merci beaucoup. Merci à toi. Aïe, 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 beaucoup d'actualités, marketing, publicité ces temps-ci. Pour en parler, le professeur en marketing de l'Université d'Ottawa, Luc Dupont. Comment ça va, Luc? Ça va très bien. Comment ça va, Pierre? Ben, ça va bien. Il y en a-tu de l'actualité ces temps-ci? C'est hallucinant hein, parce que historiquement, l'été, c'est un moment un petit peu plus creux, Ouais. moins de nouvelles, moins spectaculaire. Et là, franchement, coup sur coup, et Twitter, évidemment, la sortie, le film de l'année, aussi curieux que ça puisse paraître, Oui, Barbie. Niveau marketing, publicité. Oui, au niveau marketing et au niveau de vente de billets, oui. Puis on aura compris que c'est ça, au sens du marketing, ben, c'est le film de l'année dans la mesure où, voilà, peu importe qu'on apprécie ou pas Barbie, ça reste sur le plan des entrées. Ça a même battu, je voyais que ça a battu tout le reste, là, incluant Super Mario. Bon, évidemment, Oppenheimer. Tom Messi, la folie Messi, c'est absolument... Oui. Moi, j'en viens pas. C'est une leçon de marketing et je vois encore tous les jours, immanquablement, sur mon Twitter, mon fil Twitter, des gens qui questionnent la signature de Messi à Miami. Je vais être gentil avec vous au cas où vous feriez partie de ces gens-là puis vous nous écoutez. Si vous vous posez encore cette question-là, là, vous n'avez rien compris au marketing et au branding 101, mais rien du tout. Oui. Et je continue à penser que Ronaldo a fait une terrible, mais terrible erreur sur le plan de l'image de marque. Puis évidemment, on se parlera un petit peu de la grève des scénaristes parce que je te ferai encore là une petite prédiction. Je pense que ça va être assez long comme grève. Oui. Écoute, sautons dans l'arène. Elon Musk, Twitter, il a payé 44 milliards. C'est son bijou, c'est son bébé. Il en fait ce qu'il veut actuellement. Il l'a sorti de la bourse. X, plateforme X, il l'avait dit, là, il n'avait pas caché ses intentions. Je pense que moi, en tout cas, de ce que je vois, moi, c'est un début. Là, le logo est très simpliste. C'est fait ridiculiser beaucoup sur Twitter, d'ailleurs. Mais comment tu vois ça? Il nous l'avait déjà dit, hein. Souviens-toi, en 99, ils avaient lancé X.com, oui. X.com qui éventuellement va fusionner, va devenir le PayPal qu'on connaît aujourd'hui, qu'on utilise probablement. Vendu à eBay à 1,4 milliard. Tous ces gars-là qui étaient dans PayPal sont devenus très riches. Peter Thiel, notamment, Elon Musk. On appelle la PayPal Mafia sur la côte ouest américaine parce que ces gens-là sont devenus tellement influents avec le Y Incubator notamment et tout ça. Là, donc, ils sont devenus incontournables. Oui, puis M. Thiel, par exemple, nous a donné Palantir par la suite. Je l'entendais dans une entrevue dire comment j'ai créé ce logiciel-là ou en tout cas cette application-là ou cette entreprise-là. On avait développé du côté de PayPal, donc juste avant de vendre, un algorithme pour identifier les fraudeurs. Et je suis parti de cet algorithme-là pour identifier les fraudeurs, pour créer Palantir, vois-tu. Alors, il a amené un petit bout, au fond, de PayPal. Et oui, je suis déjà tombé, tu parlais de la masse d'entreprises que ces gens-là ont créées après. C'est absolument hallucinant. Grosso modo, là, à l'œil, c'est 25 à 30 entreprises, là,
dont on pourrait donner les noms, puis si vous suivez ça le moindrement, vous dites oui, effectivement. OpenAI, là, dont ChatGPT, là, Musk était là-dedans au début. Là. C'est complètement malade. Oui, et là, on s'aperçoit que visiblement le X, parce que tu parlais du X tantôt, j'y reviens, X.com, qui était une banque en ligne, que Musk ne voulait pas vendre. Il est allé en voyage pendant une couple de semaines avec sa blonde de l'époque. Quand il est revenu, il l'avait sacré dehors en tant que CFO, là, ou en tout cas PDG. Et c'est pour ça que depuis, il dit toujours « je ne prends pas de vacances ». Il dit « ça porte malheur ». mais dans le cas du X, il y a le modèle X, il y a SpaceX, il y a la X-Corp, il y a évidemment l'intelligence artificielle XAI. Un de ses fils s'appelle X, formule mathématique quelconque. Ouais. Donc, ça explique la fascination pour le X. Puis au-delà de ça, à partir du moment où c'est une application qui ne fait plus simplement dans le gazouillis, en anglais le tweet, de conserver le nom Twitter était peut-être pas la meilleure idée, effectivement. Là-dessus, je le suis. Maintenant, quand on a une marque aussi puissante, changer le nom est toujours risqué, quoi qu'il advienne. Et puis, il faut que tu t'assures de me livrer la marchandise. Parce que là, si tu me dis que c'est plus que Twitter, moi, j'attends. J'ai les deux bras croisés, puis j'attends. Puis en septembre, je m'attends à ce que, quelque part au milieu de septembre, là, tu vas me faire les premières annonces d'importance. Des annonces qui seront probablement liées au domaine financier parce que l'incorporation, mine de rien, de Twitter a été déplacée il y a quelques semaines du Delaware aux États-Unis, qui est l'État favori des entreprises pour mille et une raisons, au Nevada. Alors, le Nevada, samedi, Paris sportif, samedi, banque. Ça va être une super application très financière. Je m'attends à ça. Il y a un deal déjà avec eToro, là, qui est une espèce d'agrégateur, une plateforme où tu peux faire de la crypto, la bourse. Éventuellement, tout ça va s'intégrer. J'ai comme l'impression qu'on va voir migrer ça là, au fur et à mesure. Ici, où ce qui s'en va? Mais là, on dit que les commanditaires sont très frileux, évidemment. On les voit aller. Alors, regarde aller ce qui se passe de l'autre côté chez Meta. D'ailleurs, Threads, qui est le compétiteur direct à Twitter, beaucoup d'abonnés là, rapidement. Mais moi, ça fait une semaine, je ne vois plus là. Oui, et moi, chaque fois que j'ai mis quelque chose là-dessus, jusqu'à maintenant, la réaction que ça a pu susciter, là, je te le donne en mille, c'est un chiffre. Zéro. C'est un chiffre, c'est zéro, exact. Non, mais tout, je veux dire, j'ai rien à faire là. J'en ai rien à battre pour... Je suis revenu à Twitter. En fait, j'ai jamais quitté Twitter. Je reste fidèle à Twitter. Mais je trouve que Twitter, il se passe de quoi, là? Oui, et quand on va sur Tweets, on a l'impression d'entendre les criquets dans le film, là, quand les espèces de balles de foin, là, il y a du vent dehors, on est au Nevada, justement, puis ça traverse la voie routière. Mais je reviens évidemment à son fantasme, la fameuse super app, hein, de WeChat, qu'on a essayé de lancer en Europe, qu'on a tenté parfois de lancer momentanément en Amérique du Nord, ça n'a jamais fonctionné. Alors moi, j'ai hâte de voir tout ça parce que en même temps, si tu crées la super app, si tu vas avoir besoin de points de contact, si tu es dans le domaine de la restauration, du cinéma, les hôtels, du supermarché, transport, vente de billets, peu importe, parce que c'est très, très large, est-ce que ton réflexe, c'est de te dire, faut surtout pas que je m'associe à lui, ou c'est pas plutôt de dire, voilà un point de contact supplémentaire. Je saute avec lui en partant pour être dans les premiers. Dans les premiers. Un peu à l'instar de ce qu'a fait Apple avec sa carte de crédit. Oui. Où là, au début, on se dit, est-ce qu'on s'associe avec Apple ou on s'associe pas? Puis il y a Goldman Sachs qui lève la main puis qui dit, si vous voulez mettre une carte de crédit, nous, on serait très, très intéressés à vous donner un coup de main. Alors ici, qui sera la personne qui tendra la main à Musk? Bon, il y en aura, par expérience, il y en aura. De toute façon, lui, Stas, là, il y a la PDG qui a été nommée, qui est entrée en poste. Elle va faire du marketing, elle va faire le PR, là, elle va être capable d'aller. C'est une femme qui venait de CNBC, je pense. Là. Donc, très, très, très bien pluguée dans le monde de la pub. Mais l'autre chose que je vois, moi, c'est que là, il l'a sorti de la bourse. Là, il mange de l'argent. Dès qu'il va recommencer à faire de l'argent, d'après moi, il va avoir un projet de relancer cette entreprise-là à la bourse. Là. Oui, certainement. J'entendais une entrevue récemment à CNBC avec quelqu'un qui a investi dans son en fait, entreprise. C'est-à-dire qu'au moment où il fait l'acquisition de Twitter, souvenons-nous qu'il n'a pas les 44 milliards de dollars. Non, c'est donc ça, il va faire le tour de
copains-copines. Et puis, j'entendais quelqu'un dire, bon, moi, je lui ai passé ou en fait prêté ou j'ai investi, là, tiens, ouais. dans son entreprise. Et l'entente qu'on a, et il l'a dit en entrevue, il dit, c'est dès que effectivement tout ça redevient rentable et séduisant et sexy, On repart à la ben on bourse, lance ça en bourse. et on a moi, nos c'est options. Ouais, oui, c'est ça. et c'est sur la base de cette promesse-là que j'ai investi dans son entreprise. Voilà, donc à suivre, on la regarde aller, mais moi, je ne suis pas inquiet pour, pour Elon Musk. Je suis peut-être plus inquiet pour Threads que Twitter. Oui, et dans le cas de Threads, petite parenthèse, c'est que si vous vous êtes inscrit là-dessus, vous avez remarqué que dans tous les cas où vous aviez déjà un compte Instagram, ça pouvait se faire à l'intérieur de 30 secondes au maximum. Et que le danger sur le strict plan publicitaire, et c'est toujours ça qui m'intéresse moi particulièrement, c'est que si tu perds des paires d'yeux Instagram qui s'en vont sur Threads, qui au moment où on se parle ne vend pas de pub, qui éventuellement évidemment en vendra, mais si tu perds donc des paires d'yeux, tu perds de la portée, tu perds du temps d'antenne entre guillemets sur Oui, Instagram. ça peut devenir un, C'est très risqué. oui, C'est un ce qu'on risque. appelle le vampirisme de la communication aussi des plateformes médias sociaux. C'est qu'en réalité, à la fin, en créant cette nouvelle plateforme-là, tu fais mal à ton vaisseau amiral, qui sur le plan de la croissance est Instagram. Encore aujourd'hui, Facebook génère plus d'argent en chiffre absolu, mais Instagram a une croissance beaucoup plus élevée et on a tous compris que la plateforme du futur, en tout cas pour le groupe Meta, c'est assurément Instagram. Donc, je serais même pas surpris, je vais aller plus loin, Pierre, que peut-être même dans 1 an et demi, 2 ans, un peu à l'instar, tu te souviens du Google Plus, D'accord avec toi. Je suis d'accord ça avec soit toi. même disparu. Ah oui, moi, je pense qu'il va le tirer tranquillement. Il va tirer à la plug. Écoute, il y a quoi, 150 millions d'usagers, d'abonnés rapides. Et quoi, la semaine dernière, il y avait quoi, 10 millions de personnes seulement qui étaient en interaction? Oui, moi, je te le répète, zéro Ah, zéro pin réaction. bar. Zéro. Alors, là, gentiment, je continue à en mettre un ou deux par semaine, des messages, mais, Ah, moi, je ne vois plus. C'est fini. mais là, je suis sur la fin, effectivement. Écoute, Barbie. Encore hier, je vais au cinéma. Une file d'attente pour Barbie. Quel marketing incroyable. Oui, on est en train de réécrire complètement le livre. On avait déjà fait quelques partenariats, mais on n'avait jamais fait une centaine, comme dans le cas de ce film. Ah, On avait fait déjà quelques manœuvres sur les médias sociaux, mais aller jusqu'à, par exemple, couler l'affiche et dire remplacer le visage de l'actrice par votre visage et repartager par la suite. Hein, généralement, les compagnies n'aiment pas ça parce que ce qu'on préfère, c'est toucher pas à l'affiche. À la vedette, ouais. La vedette, exact. Alors que là, on a le point d'ancrage est complètement différent. La campagne de pub, pour ceux qui l'auraient peut-être pas vu, qui en Amérique du Nord, t'es le long de l'autoroute, c'est un panneau affiche rose, mais il n'y a pas de logo, il n'y a pas de slogan, il n'y a pas de titre, il n'y a pas d'actrice. C'est juste du rose. Ça ressemble un petit peu à la campagne, d'ailleurs, sais-tu, j'y pense. Te souviens-tu quand on avait lancé le Fire Festival et qu'on avait sur Instagram des carrés orange? Te souviens-tu de ça? Oui, d'ailleurs, sur Netflix, il y a un documentaire. Là, qui est extraordinaire, qu'il faut absolument regarder, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Oui, oui. Un bid. Il vient de ressortir de prison. Hein? Oui. Et il a dit qu'il le referait encore. Mais dans le cas de Barbie, alors c'est la campagne de pub, c'est la campagne de relations publiques aussi. On est arrivé, puis on utilise des trucs, pour ceux qui sont peut-être moins familiers maintenant avec ces principes-là, c'est assez simple. Hein? On lance toutes sortes de rumeurs. Par exemple, dans ce cas-ci, dans le cas du film de Barbie, on a dit, on a tellement utilisé de peinture rose fluorescente qu'il n'y en a plus à l'échelle planétaire. Évidemment, il y a des gens très sérieux qui se sont posé la question, c'est-tu vrai? Et qui ont tenté de trouver une réponse à cette question-là. Évidemment que c'est pas vrai, mais ça n'a pas d'importance. L'idée, c'était juste de faire jaser. Alors, campagne de relations publiques très originale, campagne de pub, on en parlait il y a 2 instants avec le rose, très original. Et moi, quand, dans le cas de Airbnb, qui est probablement la collaboration la plus renversante, on va jusqu'à offrir la maison de Barbie en location, et maison dans laquelle toi puis moi, on pourrait vivre à Malibu, est disponible. Elle existe format normal, le format. C'est une centaine de marques là, qui ont prêté, sont prêtées au jeu. Est-ce qu'on est en train, tu dis, de réécrire le livre, mais je pense qu'on va peut-être faire une base pour des prochaines grandes productions où là, on va établir des partenariats de ce type-là? Oui, puis dans le cas de Mattel, alors Mattel qui possède Barbie et les droits sur une foule de jouets, Hot Wheels. Hot Wheels est probablement le prochain film, là, parce qu'il y en a 14 en préparation.
Ce qui est remarquable aussi, c'est que Mattel est allé voir les studios d'Hollywood en disant qui est-ce qui veut avoir les droits de tourner ces films-là. Warner a levé la main. Ils auraient payé entre 25 et 50 millions de dollars selon le Wall Street Journal. Et ils retirent, dans le cas, donc, ils étant Mattel, ils font 5 à 15% de commission sur tout ce qui est vendu actuellement. Alors, soudainement, tu fais de l'argent avec les billets vendus au cinéma, avec les droits de tourner le film, avec les droits de mettre du rose sur ton bang Krispy Kreme puis de m'envoyer un chèque aux 2 semaines. Microsoft a lancé la Xbox Rose, 5 à 15% de commission à chaque fois. Burger King a lancé le Burger Barbie Rose. Visuellement, c'est affreux, mais ils en ont vendu. Ils ont fait à chaque fois que tu as acheté un trio, les frites s'appelaient Ken en passant, à chaque fois que tu achetais un trio, ils faisaient un pourcentage aussi. Alors à la fin, la personne qui est arrivée là en 2018, qui est issue du show business, a dit il faut arrêter de penser Mattel comme étant une collection de jouets en plastique, puis comprenons plutôt ça comme un prétexte pour faire plein de cash de 1001 manières. Alors on s'inspire un petit peu ici de la recette Disney. Disney qui est jamais capable de rire de lui-même. Barbie, ça fait au moins 2 mois qu'on rit de Barbie tous les jours dans les vidéos qui, en fait, te persuadent au final, d'aller voir le film, ce qui est quand même assez remarquable. Tu ris de toi, puis à la fin, les gens qui regardent ça disent, sais-tu quoi? J'ai tellement ri, passé un bon moment, je vais aller voir le film. Et ça a été un succès absolument remarquable. Et l'autre élément, ça serait le 3e ici, c'est comment on a réussi avec cette campagne-là à transformer l'image de Barbie. Parce que si on s'était parlé de Barbie en 2005, les ventes avaient plongé, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, jusqu'à 2018. Et c'est là que, lorsqu'on engage ce nouveau PDG-là, il dit aux investisseurs, moi, je vous préviens, c'est pas une poupée en plastique que je vends. Puis je vais vous le démontrer dans les prochaines années. Et là, cette campagne-ci est vraiment, c'est hallucinant parce que alors, tu vas avoir un film sur Fisher-Price, c'est Mattel qui possède ça. Tu vas avoir évidemment Hot Wheels, qui va peut-être ressembler un petit peu à Cars, le film de Pixar, dans le fond. T'avais le popcorn Barbie, t'avais les bangs, t'avais les souliers Aldo, une compagnie qu'on connaît bien au Québec, qui avait signé une entente avec Mattel. Tu peux acheter, si tu veux, là, tu dis, je les veux, les souliers de Barbie, roses. Ils sont disponibles en ligne ou en magasin. Oui. Et ça, je trouve ça complètement remarquable. C'est Gap. Alors, dans certains cas, c'est des combinaisons plus classiques, sans surprise. C'est Forever 21, Forever 21. Alors, combinaison un petit peu plus classique aussi. Et le fameux Airbnb dont je te parlais un petit peu plus tôt. Alors, tout ça, à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose, là, depuis 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je serais surpris, là, le cash qui doit être généré. Et moi, le signal que ça s'apprêtait à devenir un gros succès, je vais te le donner, Pierre. Alors, mon téléviseur branché sur Internet, évidemment, maintenant, systématiquement, je regarde, je m'aperçois qu'il y a tellement de talents sur la toile, des talents qu'on voit jamais à la télévision ou à la radio classique. Là. Alors, c'est tantôt des podcasteurs, c'est tantôt des gens qui font des émissions web. Mais lorsqu'on a voulu lancer le film, on a fait un question-réponse avec l'actrice et l'acteur de Barbie. Margot Robbie et... Oui. Et lui, là. Oui, et lui. Parce que je mêle toujours son nom parce qu'il y a un nom de famille qui ressemble étrangement à l'autre acteur canadien là, qui voulait investir avec les. C'est Ryan Gosling. Exact. Mais c'est ça, mon fils m'a demandé c'est qui fait Ken un matin. Puis là, je suis allé voir. Et c'est amusant parce que. Alors, les deux ont accepté de rire des personnages respectifs. T'as pas le choix, là, hein? C'est gros, là. Mais je les voyais donc dans une vidéo de YouTube, entourés de chiots, donc des petits chiens. 4,5 millions de personnes ont regardé ça. C'était des questions-réponses. Avez-vous aimé ça, tourner le film? Trouvez-vous que c'est le fun? Il faut-tu qu'on en tourne un deuxième? Y avait-tu trop de roses dans le film? Tu vois un peu l'idée? Et je me suis dit, s'il y a 4,5 millions de personnes pour écouter quelque chose comme ça, wow, que ça va être un gros succès. À suivre. Là, Hollywood, ça brasse. Les acteurs, notamment, négociations, grève, on le voit. Tu t'attends à quoi? Parce que dans les négos, là, je sais, il y a toute l'histoire de l'intelligence artificielle, la reprise des images, à qui appartiennent les droits. C'est inquiétant ce qui pourrait arriver, là. Oui, alors ici aussi, celle-là, c'est une prédiction facile, là. Ils sont dans la marde. Là, je parle des acteurs
et des scénaristes. Et c'est pour ça qu'ils sont en grève ensemble, parce que c'est la première fois depuis 1960. 1960, pour ceux qui peut-être l'auraient oublié, c'était le début de la télévision classique qui commençait à prendre de la force. Alors, la dernière fois qu'on a négocié aussi serré que ça, main dans la main, c'était le début des reprises à la télévision. Alors, je m'amuse souvent à raconter l'histoire de Star Trek. On est quelque part en 64 ou 65. Alors, dans tous les contrats des acteurs, des actrices de Star Trek, on dit, si on le rediffuse un jour, ben, vous serez payé pour 2 à 4. Puis dans le meilleur des cas, il y en a un qui avait négocié 5 rediffusions. Il y en a un qui a dit, non, moi, c'est drôle, je pense qu'il va y avoir plus que 5 rediffusions. J'aimerais ça être payé à chaque fois un montant plus petit. Lui, il est riche aujourd'hui. Et lui, c'est la personne qui a fait le jingles du début de Star Trek, là. Je sais pas si tu te souviens, là, je pourrais le risquer, là, mais je veux pas que personne quitte le podcast, mais c'est aux confins de l'univers, dans une autre galaxie. Oui, ça commence comme ça. Tu te souviens de ça, Pierre? Oui, absolument. Lui, il y a un chèque à chaque fois que ça joue. Et juste pour vous mettre dans le contexte, on estime qu'à tout moment de la journée, quelque part sur la planète Terre, encore aujourd'hui, il y a une station quelconque qui rediffuse ça. Alors, c'est un chèque qui rentre à chaque fois. Alors, on est en 1960 et on décide qu'au cas qu'il y aurait des rediffusions, il faudrait peut-être être payé. Mais là, tu me vois venir. Le problème avec le streaming, parce que c'est le problème numéro 1, c'est quoi une rediffusion dans le streaming? Oui, puis tu as des nouveaux joueurs, là. Tu as Netflix, tu as Amazon. Oui. Tu as Spotify, tu en as plein, là, notamment parce que là, Spotify va aller aussi dans le vidéo, éventuellement dans le film. Là. Et la réalité, ben, il n'y en a pas de rediffusion, puisque qu'est-ce que je fais? Je prends la série qui existe, puis je la dépose, n'est-ce pas? Toute la notion de rediffusion, là, les droits, elle n'existe plus. Alors, comment se sont entendus les gens de streaming avec ces gens-là? Ils ont dit, on vous a payé une fois, puis il n'y a pas de rediffusion. Et c'était l'entente qu'on avait dans les années 60. By the way. Alors, eux, ce qu'ils veulent, ils veulent des sous pour la rediffusion. L'autre problème, tu parlais de toutes ces entreprises-là de streaming qui, l'an passé, avaient investi 100 milliards pour des nouvelles séries, puis qui ont décidé de couper. Ça s'appelle la bourse, ça s'appelle rationaliser les dépenses. Google, qui au moment où on fait l'enregistrement. Apple TV, etc. Toutes ces entreprises-là. Alors, ils ont coupé. Alors, l'autre problème, c'est que dans le temps, la série à la télévision, on est en 1960, 65, 70, 75, 80, 90, 95, début 2000, la série fait 22 semaines. Donc, je suis scénariste, je travaille 1 an, ça me prend 2 semaines par épisode. Donc, quand je décroche un contrat, c'est un jackpot, je viens de payer à la maison pour 1 an. Oui. Problème du streaming, je regardais récemment les nouvelles séries sur Netflix. C'est pas 22 épisodes, c'est pas 20, puis c'est pas 15, puis c'est pas 10, c'est 8. Ouais. Oh, 8. Là, soudainement, je me trouvais un contrat, je travaillais toute l'année. Là, je trouve un contrat, je travaille 3 mois. Oups! Deuxième problème. Puis troisième problème, c'est que je vois arriver l'intelligence artificielle. Moi, j'ai autour de moi des gens qui travaillent dans le domaine des médias, qui conçoivent des séries, qui avaient l'habitude d'engager des dessinateurs pour faire des sketchs lorsqu'ils faisaient ces présentations. Planches, Exact. Mais là, aujourd'hui, il me dit, sais-tu qu'à 150, 200, 300 $ du dessin, c'est cher un petit peu. J'ai peut-être besoin de 50 dessins pour faire un bon pitch. Puis là, soudainement, j'ai une application qui s'appelle Wonder, pour ceux que ça pourrait intéresser, 5 $ par mois, qui fait la job c'est tout ça, à 5 piastres. Alors, je veux pas être méchant. Il y a des jobs qui sont finis. C'est ça qui est malheureux. Il y a des jobs qui, exactement. Journalistes, là, il y a des grandes agences de presse qui viennent de passer à l'IA. Et tout ce qui est rewriting, qu'ils appellent réécriture de communiqué de presse, c'est terminé. Le robot va le faire. Puis il le fait, puis il n'y a pas de faute. Là. Vous avez vu ChatGPT? Et il est bon en maudit. Puis moi, j'ai vécu quelque chose il y a quelques mois. Je suis dans une conférence. C'est juste des profs d'université, Pierre. Il y a quelqu'un qui nous annonce ces changements-là, puis qui nous dit, l'intelligence artificielle est surprenante quand elle écrit des textes. Parce que, évidemment, tu devineras qu'il y a des gens qui nous écoutent probablement. Je suis pas sûr, je ne sais pas, peut-être je vais m'en apercevoir. Alors, il nous présente toute une série de textes. Alors, on est tu vois, on est entouré de gens dont c'est le mandat, le pain puis le beurre, c'est d'enseigner la communication, puis les médias, puis le journaliste. Tu vois un petit peu le contexte de la salle, là? Il nous présente des textes, puis il nous dit...
Il y en a là-dedans qui sont écrits par l'intelligence artificielle, puis il y en a qui sont écrits par les humains. Vous venez de me dire que vous êtes capable de faire la différence. Go, on y va. Alors, la discussion part. Là, ça dure des minutes, puis des minutes, puis 2 minutes, puis 2 minutes, Pierre. Puis là, à la fin, il nous regarde, le conférencier, puis il nous dit, puis, c'est lequel qui est écrit par le robot, puis c'est lequel qui est écrit par le journaliste. Puis là, on commence. Là, ça jase. Puis là, ça paraît. Puis ça, la conclusion de celui-là, c'est tellement évident. Puis celui-là ici, donc, ça, c'est écrit par quelqu'un, puis ça aussi, c'est écrit par quelqu'un, puis ça, c'est écrit par un robot. Roulement de tambour, il nous regarde, puis il nous dit, grande annonce, tous les textes que vous avez devant vous ont été écrits par un robot. Bang! Bang! T'aurais dû voir la réaction de la salle. Parce que là, il venait de nous déculotter toute la gang en nous faisant la démonstration que ça fait une méchante bonne job. Luc, merci beaucoup. On aurait eu encore pour une demi-heure, une heure, 2 heures de discussion. Mais là, ça va être à suivre. On va falloir s'en reparler plus souvent. Salut, Luc. Merci. Ça marche. Bye-bye. Bye-bye. Les marchés boursiers ne veulent pas donner du répit aux investisseurs. C'est tant mieux, puisque depuis le début de l'année, on l'a vu, là, c'est incroyable ce qu'on a comme rendement, à tout le moins. Par rapport à l'an dernier, c'est, comme on dit, c'est le Klondike. Pour en parler, le conseiller financier Frédéric Turcotte. Comment ça va, Fred? Salut, ça va, Pierre, merci. Ben écoute, encore là, on pense que ça allait casser fin juin, puis là, ça ne casse pas. Bon, on est rendu à quasiment fin juillet, puis ça ne casse pas non plus. Non, hey, on est vraiment dans une drôle d'année, Pierre. Écoute, la Fed vient d'annoncer encore qu'on est vraiment toujours bien chronométré les mercredis après-midi quand on enregistre ensemble sur la Fed et ses annonces. Alors, écoute, là, je pense que le consensus commence à être là, ça achève, là, c'est pratiquement fini, les hausses de taux. Les gens ne sont plus capables de voir des taux variables sur leurs hypothèques et monter suivant ces hausses de taux-là, des taux directeurs des banques fédérales américaines et la Banque du Canada. Alors, donc, est-ce que c'est la victoire contre l'inflation? Peut-être. Là, on a vu aussi l'inflation baisser, j'imagine. Ouais. Tu en as parlé un peu dans tes autres chroniques. Alors, écoute, là, je pense qu'on a quand même eu un très bon premier 6 mois de l'année. Et c'est un marché un peu atypique, vraiment. Hein. Qu'est-ce qui a tiré le marché? C'est une dizaine d'actions, entre autres sur les indices, là, une dizaine d'actions, là, ce qu'on appelle les magnifiques 7, là, donc les actions Microsoft, Apple, Nvidia, Meta, après ça, qu'est-ce qu'il y a dans ça? Netflix aussi en fait partie parce que ça a monté. Donc, alors, écoute, c'est une dizaine d'actions comme ça, de gros stocks techno là, qui ont peur de rien, qui ont remonté et ça a donné un swing au marché. Puis même là, on commence à voir un peu les 4 sur le Standard & Poor's 500. Là, si tu enlèves donc ces 10-là qui ont monté, tu prends les 490 qui restent, bien, commence à monter aussi, commence à montrer des signes là, que ça commence à bouger vers la hausse. Même le vieux Dow Jones qu'on parle pratiquement jamais, toi et moi, là, qui est un indice qui représente un peu les dinosaures du passé, elle vient encore aujourd'hui, là, dans je pense, une 13e journée de suite à la hausse. Alors, donc, c'est positif. Est-ce qu'on va se sauver d'une récession? On a parlé ça aussi, toi et moi, souvent. Ben Powell a dit aujourd'hui qu'eux, dans leur radar, il n'y a plus de scénario de récession. Là. Donc, oui. Exact. C'est donc, merveilleux. C'est ça. Bon, qu'est-ce que ça veut dire pour l'investisseur qui nous écoute? Bon, c'est que les craintes ne sont plus là dans le marché beaucoup. Le VIX, l'indice de la peur, là, était ce matin en bas de 14 points. Alors, on se rappelle qu'au creux là, de 22, quand le marché a baissé en 2022, c'était à 34 points. Donc, on a vraiment baissé la peur dans le marché. Et ça se sent un peu. Mais il y a quand même, parallèlement à ça, encore des tonnes d'argent dans le marché monétaire qui paye beaucoup, Pierre. Le marché monétaire, présentement, est à 4,85 hey, c'est bon, là. C'est quand même incroyable. Quand tu vas sur le site de la Banque du Canada puis tu regardes, tu recules, tu vois le calendrier
les taux qu'on avait en janvier 22, c'était des peanuts, hein, c'était des 0,4, des bons du Trésor à 1 an, marché monétaire à 0,5 et même en bas. Et là, la courbe est montée forcément beaucoup. Donc, les gens ont profité pour aller se positionner dans le marché monétaire. Il y a une tonne d'argent. Il y a 5,5 trillions aux États-Unis, donc 5,5 000 milliards d'argent qui est dans le marché monétaire avec des taux autour de 5. Les obligations court terme sont presque à ça, 5 ou presque 5 points. Donc l'argent à court terme est rentable pour les gens. Ils sont heureux de ça, même si l'inflation engruge une très grande partie de ça. Mais ce qu'on peut penser, c'est que la réserve, justement, avec ces annonces encore aujourd'hui, si c'est ce fameux atterrissage en douceur qui arrive, Oui. on va retourner sur le marché des actions. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner comme participation une fois que la reprise va se faire au niveau des gens qui vont retourner dans le marché des actions. Et c'est un peu ça que je voulais regarder un peu avec toi. Donc, on a un marché qui se calme un peu au niveau de la peur. Le marché monétaire à court terme est très payant, mais c'est certain que lorsque les taux vont recommencer à baisser, ça va devenir de moins en moins intéressant de garder de l'argent dans le marché monétaire. Et là, je pense qu'on va avoir une swing du côté des actions et des obligations peut-être à plus long terme qui prendront aussi de la valeur. Alors, qu'est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on achète encore de ces gros stocks-là qui ont monté depuis beaucoup? Il y a toujours deux écoles présentement sur ce secteur-là. Donc, les premiers disent, écoutez, on a une folie autour de l'intelligence artificielle, Pierre, et c'est un sujet que tout le monde en parle. Dans les résultats de Microsoft et de Google, on a parlé, les deux présidents des deux compagnies ont mentionné, je pense, au-delà de 140 fois le mot intelligence artificielle. On ne parle que de ça. Ah, c'est un buzz, là. C'est le buzzwords. Exact. Alors pourquoi ça a un effet sur un titre comme NVIDIA, par exemple? C'est parce que toutes les salles de serveurs, tout ce que les Amazon font avec le cloud, Microsoft, Google aussi, ont tous des services de cloud computing. Alors, toutes ces salles de serveurs-là doivent se moderniser pour avoir des processeurs, des systèmes qui sont capables de traiter l'intelligence artificielle à haut volume. Et ça, c'est des processeurs différents. Ce ne sont plus des CPU, qui sont la génération de processeurs qu'on a dans nos laptops et nos ordinateurs de bureau souvent, mais c'est des GPU que ça prend. Et ça, NVIDIA est très, très fort dans ce domaine-là, à 80% et plus du marché. AMD aussi est là. Alors, donc, c'est pour ça que les gens achètent le futur, donc des ventes futures de ces stocks-là en disant qu'ils vont se moderniser, ils vont devenir encore plus performante pour ajouter de l'intelligence artificielle. Microsoft le fait déjà avec Bing et tout ça. Et NVIDIA va vendre des microprocesseurs. Donc, on achète des revenus futurs et c'est la question qu'on peut se poser, c'est maintenant après des hausses comme on a connu, est-ce que c'est encore le temps d'en acheter? Mais pour répondre à cette question-là, il faut peut-être se dire, on recule un peu, on se dit, bon, si j'achète du Microsoft aujourd'hui à 337 dans 10 ans, cette compagnie-là va sûrement être un peu plus haute. Ça va forcément continuer à monter. On va avoir peut-être des baisses de marché, ça va peut-être redescendre, mais on peut miser quand même que ce sont des secteurs qui vont continuer de croître avec des revenus liés à l'intelligence artificielle. Et c'est donc acheter avec prudence si vous voulez le faire. Acheter peut-être sur des baisses. Il va peut-être y en avoir encore bientôt, des reculs sur ces gros stocks-là. Et ne pas tout mettre, bien sûr, ses œufs diversifiés dans son portefeuille avec des positions pas énormes sur chacun des titres et enlever le risque de cette façon-là. Oui, beaucoup d'auditeurs aussi parlent des actions à dividendes parce que tout dépend de ce qu'on est rendu. C'est l'autre secteur où on se réfugiait un peu en début d'année en se disant, bon, écoute, alors, est-ce que les titres techno se sont tellement fait brasser en 2022? Est-ce qu'on peut mettre un peu de billes dans d'autres types de stocks qui vont verser des dividendes qui sont un peu plus pépères et qui n'ont pas tellement bougé depuis le début de l'année? Ils ont connu une croissance somme toute modérée, mais bon, tu as les dividendes qui sont quand même présents et qui restent là, veut pas, même si le titre performe moins. Alors, c'est certain que cette partie-là de position dans ton portefeuille, tu peux y aller encore modérément. Et il y a peut-être au niveau des coûts de bénéfices aussi, c'est certain qu'un titre, les indices de price earning, donc de coût-bénéfice pour les titres à dividendes sont autour de 10, alors que du côté des titres de croissance, c'est en haut de 20, 22, 25. Alors, forcément, tu les paies moins cher. Donc, tu peux dire que oui, tu peux diversifier dans des titres à évidence et reprendre un peu ce que Buffett disait. Quand ça saigne partout, bien, tu vas acheter ces titres-là, du pétrole, des utilities
Et aussi, ça correspond un peu à la phase économique où nous sommes présentement. Si on s'en va vers une récession, c'est un peu ce genre de titre-là qui performe assez bien généralement pour nous sortir des récessions, ou en tout cas passer à travers les récessions ou les ralentissements. Oui, il n'y a pas de mal à avoir des titres à dividendes qui nous redonnent du dividende à tous les 3 mois. Et là, on peut racheter d'autres titres à dividendes. C'est l'effet boule de neige là, de Buffett, justement. Là. Exactement. Alors, écoute, donc, on est d'un côté, donc, ce super cycle économique là, en techno donc des croissances quand même assez fortes là, de Microsoft, presque 100% depuis le début de l'année, Nvidia 300% et plus. Alors, on est vraiment dans un secteur de forte demande d'un côté. Ça tire le marché. Il y a de l'optimisme quand même si on a parlé de ralentissement et tout, et de l'impact que la hausse des taux devrait avoir sur le marché. Mais on se rappelle toujours aussi le décalage entre les hausses de taux et l'effet sur le marché. Il se passe beaucoup de mois. Et présentement, on n'a pas encore eu les effets à long terme de ces hausses de taux-là. Alors, donc, c'est un secteur intéressant à suivre, donc, ces actions dividendes-là. Et il y a d'autres choses aussi qui est dans l'air un peu. Là. On parle souvent des high yield en anglais, donc les taux, les produits à haut dividende, qui sont un peu des produits généralement de risque un peu plus élevé, mais qui offrent un dividende plus élevé. Alors, présentement, le marché, on n'est pas sûr si ça vaut la peine de mettre des billes dans ce genre de produits-là, parce qu'on a déjà un taux, comme on parlait d'entrée de jeu tantôt, un rendement avec le marché monétaire, avec les obligations à court terme qui est près de 5%. Alors, est-ce que ça vaut la peine de risquer peut-être un 3-4% de plus pour avoir un high yield qui, si on tombe en récession ou en ralentissement économique, va être vraiment impacté parce que ce sont des titres, qui se font frapper un peu plus fort quand il y a des baisses de marché. Alors, donc, on est peut-être plus prudent de rester en marché monétaire, de diversifier ces choses et d'aller du côté des actions à dividendes pour bénéficier donc de ce 4-5%-là sur certains titres canadiens qui sont très intéressants. Puis de l'autre côté, Pierre, il y a d'autres gens qui ont un côté vraiment plus négatif de la chose, là, qui voient vraiment dans la bulle techno, la croissance, l'effet des algorithmes de transactions rapides sur le marché achètent, vendent rapidement et tirent les stocks vers le haut. Alors ça, il y a des partisans de ce déséquilibre-là qui est causé par les ordinateurs et qui ne font qu'accentuer la croissance de certains titres dont on vient de parler. Et ça, c'est un risque qu'un jour, ça peut casser. Ça, c'est leur thèse et se résume à ça. Donc, que ces programmes-là qui sont conçus pour faire un marché aussi rapide en croissance, mais quand ça monte rapidement, ça vient à tomber aussi rapidement. Ça peut casser. On l'a vu en novembre 2021, ça a cassé beaucoup et rapidement. Dans l'optimisme. Là. Et c'est toujours le VIX. Hein? On regarde le VIX aller. Si le VIX se met à monter, ça peut casser assez vite. Oui, alors on a ces partisans de plus négatifs un peu qui pensent que c'est une espèce de mascarade et que ça ne va pas bien finir, tout ça. Donc, d'où l'importance de pas avoir tous ses œufs dans le même type de produits, de titres à la bourse, et aussi d'essayer d'enlever ces lunettes roses. Ça, là, je parle des gens qui sont négatifs face au marché actuel. Les gens se disent, le marché américain est tellement puissant, tellement fort, que tout va bien aller. On va sortir encore de cette récession-là qui nous était annoncée, de l'Armageddon qui devait nous tomber dessus avec cette hausse de taux qu'on a connue dans la dernière année. La puissance du marché américain va faire qu'on va passer à travers et on va continuer de voir la bourse monter. Et jusqu'à temps que ça casse et que ça s'écroule. Alors, donc, c'est les partisans donc, du côté un peu plus négatif, si tu veux, du marché à venir pour la prochaine demi-année. Eux voient peut-être un scénario un peu moins rose. Et eux, ils vont se réfugier dans d'autres types de produits. Ils vont aller dans le pétrole, comme on dit, un peu dans les stocks à dividendes, dans tous les stocks qui ont été impactés dans la dernière année, que ce soit les telcos, par exemple, aux États-Unis, certaines banques aussi en ont racheté un peu plus. Alors, eux vont se réfugier dans ces secteurs-là et attendre que le marché casse pour racheter. Alors, c'est ça, c'est toujours ça un peu la bourse. Hein, c'est qu'il y en a toujours qui vont profiter de la faiblesse des autres et qui vont racheter quand le marché va avoir baissé, quand plusieurs petits investisseurs vont avoir pesé sur le bouton vente en panique. Ils vont se dire, on se débarrasse de nos titres, on prend nos profits et eux, les gros derrière, vont racheter à bon prix et vont faire leur argent de cette façon-là. Oui, c'est l'histoire de la bourse, ça aussi. Écoute, Elon Musk, Twitter, la fin de Twitter, le X qui apparaît, on se base beaucoup. Puis il avait dit qu'il le ferait, là. Il n'y a pas de cachette là.
mais beaucoup sur les applications comme WeChat, qui sont très populaires en Asie. Donc, comment tu vois ça? Ouais, écoute, c'est drôle Oui, Musk est un personnage public forcément dominant dans l'économie avec ses compagnies et Tesla particulièrement, mais les gens attribuent quand même aussi tout un côté, je trouve, là, négatif aux actions qu'il prend sur la rentabilité d'une compagnie. Parce qu'à la base, là, Twitter, c'est une compagnie maintenant qui est privée. Il a payé un prix fou, là, 44 milliards. Ouais. Mais une compagnie qui perdait de l'argent en passant. Qui perdait de l'argent qui était absolument pas rentable. Alors Non, lui, il a ça entre les mains, il a payé trop cher, il le sait, et il se dit, je vais prendre les moyens pour la rentabiliser, ma compagnie. Alors, à partir du moment où c'est une compagnie privée, c'est lui qui prend les décisions, oui, il est rend public, là, d'accord, mais on ne peut que regarder ce qu'il fait et sans trop faire de commentaires, puis de dire qu'on cherche des puces à Musk. Parce que ce qu'il veut faire, c'est la rentabiliser, puis le modèle, il l'a annoncé, comme tu l'as mentionné, c'est WeChat en Chine. Donc, une super application. Là. Qui a été une super application qui pour les Chinois, représente plus d'importance que leur iPhone. Hein. Il y a eu des sondages là, qui disaient, si vous avez le choix entre WeChat, l'application, et votre iPhone, qu'est-ce que vous choisissez? À 94%, Pierre, on se disait, on prend WeChat parce que notre vie est là-dessus. Alors, bon, les Chinois... Alors, la vie là-dessus. Et là, c'est ça la question. Est-ce que ça peut marcher en Amérique? Oui, ben c'est l'autre question pertinente, effectivement, parce que si tu t'en sers de ton application pour faire de la messagerie, d'accord, ce que Twitter permettait de faire d'une certaine façon, exprimer ses idées, suivre des gens. Si tu ne fais avec ça maintenant une grosse partie de tes achats. Écoute, Ogilvy en Chine là, mettait 40% des ventes d'Ogilvy en Chine, qui est un magasin de vêtements assez riche, là, donc passaient par WeChat. Alors, pour te dire, donc, il y en a des achats qui se faisaient. Les gens se servaient de ça pour payer leurs dépenses de restaurant, de scan pour la COVID passait là-dessus. Il y a des factures d'électricité. Tu peux même divorcer, remplir tes papiers sur WeChat. Il y a des micro-programmes à l'intérieur qui te permettent d'aller remplir de la paperasse avec ton conjoint parce que tu veux aller divorcer. Donc, c'est vraiment une super app, comme tu l'as mentionné. Non, c'est ça. Je pense qu'on n'a rien vu là. Exactement. Ça va faciliter. Il y a des trucs comme ça qui vont être ils vont devenir très faciles. Exact. Alors, donc, il ne faut pas oublier une chose que Musk, là, c'est lui qui est à l'origine de PayPal, hein, qui a vendu à coups de milliards et qui a permis de partir SpaceX, la compagnie de fusées, et ultimement aussi Tesla d'un autre côté. Ben, la mafia PayPal dans la Silicon Valley est encore très présente. Là. Exactement. Donc, il n'y a rien qui empêche Musk de retourner, de s'associer avec d'autres joueurs et d'en faire cette super app-là et d'aller chercher le côté bancaire et de se sortir du système bancaire classique pour les gens, qui d'ailleurs les jeunes sur l'économie vont utiliser beaucoup des services de paiement autres que la banque. Alors, donc, écoute, après 17 ans de Twitter, il était temps qu'il essaie de rentabiliser. Et X, donc c'est comme ça que ça s'appelle maintenant, comme tu l'as mentionné. Ça va vraiment être au centre pour tout ce qui est audio-vidéo. La nouvelle CEO l'a mentionné. Là, donc, tout ce qui est audio-vidéo, messagerie, paiement, services bancaires. Donc, une espèce d'écosystème complet pour rentabiliser. Et ce que veut faire, bien sûr, c'est le retourner public aussi pour... oui, c'est ça. Dès qu'il commence à refaire de l'argent, attendez-vous à voir le titre retourner en bourse. Là. Ah, tout à fait, parce que c'est certain que s'il réussit son pari, mais il y a des embûches, comme tu dis, au niveau nord-américain. C'est certain que nous sommes plus sensibles au partage d'informations critiques là, sur déjà qu'on les gros systèmes Microsoft, Google et compagnie en savent beaucoup sur nous. Alors, si on rajoute un autre outil dans lequel on doit vraiment se déculotter et partager beaucoup d'informations, nos transactions bancaires et tout ça, il y a peut-être des législateurs qui vont dire, écoutez, allez-y pas trop fort. Puis bon, Musk est habitué de faire face un peu à cette musique-là. Il l'a déjà fait par le passé. Oui, bien, tout dépendant aussi s'il y a des incitatifs financiers intéressants. Si on est capable de nous coller des cartes de crédit à des taux avantageux et où on est capable de nous donner des rendements intéressants, comme Apple et Goldman Sachs aux États-Unis, là, ben peut-être que là, on va toucher à des cordes sensibles. Exactement. Alors, il ne faut pas oublier que la génération qui nous suit, on a à peu près le même âge, Pierre, donc ces gens-là sont sur leur téléphone constamment. Oui. Donc, ils sont une cible intéressante. Et Musk l'a compris, ça lui prend une base d'utilisateurs. Il l'avait avec Twitter. Donc, c'est comme ça qu'il va construire sa nouvelle compagnie. Alors, ce sera vraiment quelque chose de très nouveau. Puis, c'est très drôle de voir la réaction des gens un peu partout dans les médias. Oui, bien, il y a beaucoup des anti-médias aussi. Là. Il y a des médias contre Musk pour plein de raisons. Alors que le méchant, c'est Meta, là. C'est Facebook et Threads. Là. C'est pas Musk. Musk, lui, il les laisse, les médias, s'exprimer librement sur sa plateforme. Ça sera à suivre. Écoute, les leçons d'un investisseur chevronné.
Oui, ben je parle par l'occasion d'un gars qui est sur Twitter d'ailleurs très, très souvent, Brian Feroldi, qui fait souvent il écrit quelques livres et donne des conseils un peu. Oui. Ça fait 20 ans qu'il fait de la bourse et il partage vraiment, il fait des graphiques intéressants et c'est vraiment de simplifier un peu la présence des gens sur Internet. Alors, il a fait une couple j'en reprends seulement quelques-uns là, de ses commentaires sur comment se sortir avec succès à la bourse, là, si on veut le faire de façon autonome. Alors, le premier, c'est de ne pas utiliser les marges. Alors, lui, il dit, les marges, c'est le fun quand ça va bien, mais ça peut être très, très brutal Ah non, quand ça se tu met. peux y laisser ta peau, là. Quand ça se met à marcher, s'inverse. Et là, il cite une phrase que j'ai trouvée très bonne de Warren Buffett et il dit if you're smart, you don't need leverage. If you're not smart, you shouldn't use it. Alors, si tu es brillant, tu ne devrais pas utiliser la marge. Et puis, si tu n'es pas fin et pas brillant, ben, tu ne devrais pas l'utiliser aussi. D'un bord ou de l'autre, elle va pas là. Exactement. Alors, donc, ça, c'est la marge. Par contre, c'est certain qu'on pourrait en parler un peu en plus en détail, là, de dire que dans certains cas, ça peut être intéressant et pertinent d'avoir des marges sur vos comptes et des comptes cash qu'on parle dans ce cas-ci, mais c'est certain que l'utilisation de ça est toujours au risque du client, mais ça peut être très utile à l'occasion dans toutes sortes de circonstances. Le deuxième point, c'est miser sur la longévité et de vraiment considérer que les intérêts composés, c'est la façon la plus grande de devenir riche. Alors, si on essaie de voir ça d'une façon macro, là, de se dire qu'on essaie de placer son côté personnel, ses finances personnelles, lui, c'est comme ça qu'il l'illustre, avec une altère, si on veut. Et il dit, du côté personnel, je suis très conservateur. Donc, pas de dette, je n'ai pas un taux d'épargne élevé, je me paye moi-même avant de payer les autres. Donc, je réussis à mettre de l'argent à Montréal, mon CELI. J'ai des sources de revenus variées dans son cas. Il y a son 6 mois de fonds d'urgence de côté. Et de l'autre côté de l'altère, du barbell, c'est le côté investissement. Et là, il est en 100% en action, pas d'obligation. Il est vraiment beaucoup plus à risque. Donc, lui, c'est cette façon-là qu'il voit les choses, de dire que du côté personnel, je suis plus prudent. Mais par contre, mon argent, je la mets sur le long terme dans le marché des actions et j'investis. Alors, c'est comme ça qu'il pense et va devenir riche un jour avec l'effet du temps et des intérêts composés. Alors, il dit aussi une autre chose, la troisième que je retiens, c'est que souvent, on a des titres à conviction. Puis on peut se tromper dans nos titres à conviction. Hein. Alors ça, la diversification, donc, est très importante de ne pas concentrer ses actions, tout son portefeuille, bien sûr, dans une ou deux positions. Alors, même si on a des très, très hautes convictions que Microsoft est la compagnie de l'avenir, mais on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Les prix des actions et les résultats de l'entreprise ne sont pas corrélés. Ça, c'est intéressant, on en a déjà parlé aussi. C'est que quand on regarde le prix de l'action de trop proche, puis j'ai même aussi tendance des fois à le faire, là, on est toujours connecté, puis probablement c'est ton cas aussi sur les résultats chaque jour de la hausse ou de la baisse des titres boursiers, mais il faut regarder à l'arrière, voir les résultats de l'entreprise, parce que c'est l'entreprise qui génère les revenus qui vont permettre au titre de monter ou de descendre les bénéfices d'entreprise. Alors, donc, il faut vraiment faire une distinction entre le prix des actions et le court terme et qui n'est pas 100% corrélé à long terme avec le résultat de l'entreprise. Donc, c'est vraiment suivre la compagnie, non pas le stock. Avant-dernier, donc, pas avoir de système. Donc, lui, c'est certain, c'est un artisan de ça. Donc, selon lui, pour être sérieux à la bourse, il faut faire des listes, il faut étudier les compagnies, prendre des notes, avoir des objectifs, les reviser, avoir de la patience. Donc, mettre en place tout un système. C'est un peu le travail du conseiller des fois, de mettre un plan en marche et de s'y tenir pour être capable de réussir à faire de l'argent sur le long terme. Et le sixième point que je retiens de son petit exposé là-dessus, c'est comprendre des ratios court-bénéfice alors qu'il est dans le cycle de développement d'une entreprise. Une entreprise qui est en démarrage, forcément, ne fait pas de profit, donc n'a pas un ratio court-bénéfice inexistant. Mais par contre, lorsqu'elle commence à faire des revenus, puis sa phase elle commence avec quelques années d'utilisation depuis sa création, donc elle commence à faire de l'argent. Là, les ratios court-bénéfice deviennent intéressants et c'est là qu'il faut regarder à quel moment acheter des parts de ces compagnies-là si le ratio court-bénéfice est intéressant et si on voit de la croissance dans les bénéfices et tout ça. Donc, ce sont 6 petits conseils comme ça que les auditeurs peuvent écouter, suivre pour être performants à la bourse. Et puis, il y en a bien d'autres, bien sûr, mais là, on essaie de se limiter un peu à ce qu'on peut retenir et faire en quelques minutes, Pierre. Très intéressant, Frédéric. Si on doit dire là, que tout ce qu'on a discuté, ce n'est pas des conseils financiers à proprement parler,
il faut être prudent aussi. Hein? Oui, oui, tout à fait. Ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas parlé. C'est bon que tu me ramènes encore sur ça. Bien sûr, ce sont des informations que j'ai traitées, j'ai analysées. C'est obtenu auprès de sources fiables et pertinentes, mais ce ne sont pas des conseils en placement. Donc, c'est des sujets d'ordre général, donc on discute et ça s'avère souvent, bien sûr, incomplet par rapport à votre situation personnelle. Alors, ça ne constitue pas des conseils d'investissement, ça n'exprime pas, l'opinion n'est pas de celle de Valeurs Mobilières Peak et Valeurs Mobilières Peak n'est pas responsable du contenu de mes commentaires, seulement moi. Par contre, si on veut des conseils financiers de Frédéric Turcotte, tu en donnes et tu Oui, es joignable là, sur le web. Oui, oui, mon site web est toujours là, frédéricturcotte.com. Il serait peut-être dû pour un rajeunissement un peu. Maintenant que l'intelligence artificielle lui permet de faire des sites web en quelques clics, je vais peut-être me risquer à rajeunir mon site web avec ça. Donc, frédéricturcotte.com. Les gens peuvent m'appeler aussi, 418-681-8111, le poste 253, ou m'écrire tout simplement sur fturcotte, 2TE, en commercial, peakgroup.com. Prendre rendez-vous avec moi, me dire qu'est-ce qu'ils ont dans leur portefeuille, où ils en sont dans leur vie et puis comment je peux les aider. Alors, c'est toujours intéressant de discuter avec tes auditeurs, Pierre. Oui, ben, on a une entente pour les auditeurs du podcast Cachemire. Si vous communiquez avec Frédéric, il va analyser votre portefeuille, il va vous faire une deuxième opinion, comme on dit. Et à partir de là, ben, si on aime le choix fait par Frédéric et les commentaires, ben, on peut le prendre comme conseiller financier. En passant, les conseillers financiers, ça ne court plus les rues, là. J'ai vu qu'il y a beaucoup de problèmes actuellement dans l'industrie. Les robots viennent chercher beaucoup de gens, puis ça les laisse de côté. Hein. Bien, c'est souvent aussi les plus petits investisseurs qui se retrouvent sans conseil, alors qu'ils en ont besoin pour partir leur vie financière très souvent, et même aussi à toute étape de vie. Là, il y a forcément les gens souvent veulent avoir un peu aussi la paix d'esprit. J'ai des gens qui sont venus me voir parce qu'ils voulaient éliminer cette source de stress-là qu'ils avaient à gérer leur portefeuille eux-mêmes, de devoir faire des choix, d'avoir les émotions liées aux baisses de marché. Alors, un conseiller financier, ça sert à aider sur tous ces aspects-là. Frédéric, on se reparle dans bientôt. Salut! Merci, salut Pierre. Bye.